Salut à tous. Bon, bienvenue sur Tatami Connexion. Aujourd'hui, je suis seul pour ce petit On vous l'a fait courte, le numéro 9. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de jiu-jitsu brésilien et de grappling, et là, donc, l'occasion s'est présentée, puisque une annonce est tombée il y a quelques jours, en fait, tout simplement, et je me devais de traiter cette annonce, puisque Gordon Ryan et Felipe Pena vont s'affronter une nouvelle fois, pour la 3e fois d'ailleurs, et c'est un combat que j'attends depuis très longtemps, moi, pour ma part, et la question que je me suis posée, c'est, peut-il faire un triplé ? Donc là, c'est officiel. Le 7 août aura lieu le 3e affrontement entre Gordon Ryan et Felipe Pena au WNO. Donc cet affrontement va faire suite aux deux premiers qui se sont passés en 2016 et 2017. Donc ça remonte à loin. Le premier s'était passé au Studio 540 où après, alors c'était 30 minutes de combat je crois, et à peu près à la moitié du temps, un petit peu plus de la moitié du temps, il y a donc Felipe Pena qui a pris le dos de Gordon Ryan pour l'étrangler. Et le deuxième combat s'est passé en 2017, donc l'année d'après, à la DCC, avec une victoire à la dernière seconde, entre guillemets, 6-0 pour Felipe Pena. Donc une nouvelle fois, il lui a pris le dos sur en fait la même phase, exactement la même phase. C'est-à-dire dans le sens où il attaquait, c'était l'époque où Gordon Ryan attaquait énormément les jambes, puisque de toute façon, toute la dernière des squads avait ce jeu-là et ne faisait que ce jeu-là qui était attaquer la clé de talon. Et ça n'a pas payé justement pour Gordon Ryan, puisque dans les deux cas, sur une tentative de clé de talon, il s'est fait prendre le dos directement par Felipe Pena qui le faisait magnifiquement bien, c'est-à-dire qu'il se retournait, prenait un peu de distance et ensuite venait se faxer en dessous de lui pour essayer en crochetant en fait pour justement lui prendre le dos. Si vous ne voyez pas verbalement ce que ça fait, je vous invite à aller sur YouTube et vous allez voir, les combats sont présents, les deux, et donc voilà, prenez du plaisir à les regarder. Bon, même si le deuxième est plus intéressant que le premier, parce que le premier il se passe pas énormément de choses, c'est vraiment cette action qui a été décisive dans le combat. Mais voilà, il suffit d'une seule action pour gagner, et dans le deuxième il y a un peu plus de travail en fait des deux côtés. Et d'ailleurs, on voit déjà, si on peut reprendre un petit peu l'analyse de ces deux combats, on voit l'évolution de Gordon Ryan entre les deux combats. Mais Pena a été très intelligent sur le deuxième combat, c'est-à-dire que dans le premier, Gordon Ryan était à 100% leg lock. Donc Pena il en a profité, donc il a compris qu'il arrivait bien à défendre ses clés de jambes, et puis je pense que c'est ce qu'il a travaillé stratégiquement, c'était sur les entrées en saddle, comment en fait, voilà, comme je vous ai dit, se retourner, prendre de la distance pour ensuite revenir, se glisser en dessous et prendre le dos de l'adversaire. Dans le deuxième combat, Gordon Ryan, on sent déjà qu'il est déjà dans une transition, dans le sens où il n'attaque plus à 100% la clé de jambe et il commence à faire d'autres soumissions. Par exemple, il y a eu la magnifique guillotine justement contre Keenan Cornelius, où il fait une espèce de sumigeshi, là, il fait une planchette japonaise où il finalise en fait en guillotine sur ce même ADCC, puisqu'il a gagné sa catégorie, et c'est en finale de l'Absolute qu'il a rencontré Felipe Pena. Et dans ce deuxième combat, on voit que stratégiquement, Felipe Pena, lui, en fait, attaque beaucoup plus les jambes. Il attaque énormément. En fait, il se retrouve souvent en 50-50 et il attaque les jambes, comme s'il cherchait en fait à déclencher en défense justement l'attaque de Gordon Ryan sur les clés de jambes, puisque se sentant agressé, en fait il rentre dans un jeu de leg locker et puis allons-y quoi, je sais que je suis confiant sur mes défenses donc je vais attaquer, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et on a vu que justement sur cette même entrée en saddle, une nouvelle fois, on a Felipe Pena qui a réussi à se glisser derrière et à venir attaquer le dos. Mais cette fois-ci, à la différence, il n'a pas réussi en fait à soumettre. Excusez-moi. Donc, entre-temps, depuis, en tout cas, on voit que Gordon Ryan a énormément travaillé en fait ses défenses. C'est-à-dire que on sait que le cheminement en fait technique dans son apprentissage de Gordon Ryan, c'est de travailler justement ses défenses. Donc là, il s'est pas fait soumettre, juste à la différence du premier combat, puisqu'il a une devise en fait, c'est plus tu es bon dans les défenses et plus tu seras confiant dans tes attaques. En fait, c'est ça son schéma.
Et c'est très intelligent en fait de faire ça, dans le sens où effectivement, si tu sais que tu ne te feras jamais soumettre, eh bien tu sais que tu peux tout attaquer en soi. Les meilleurs leg lockers, c'est ceux qui, d'ailleurs on le voit dans la dernière des squats, c'est ceux qui défendent le mieux les clés de jambes, en fait finalement, puisque c'est vraiment le type de jeu où parfaitement tu peux te faire contrer. Pour le tester et le travailler depuis très longtemps, effectivement sur la moindre erreur, on peut très bien se faire prendre et se faire contrer sur une autre clé de jambe, en fait la clé de jambe de l'adversaire. Donc il travaille là-dessus, sur ses défenses. Et on l'a vu puisque de toute façon, entre-temps, il n'a, depuis le combat justement avec Felipe Pena, et il ne s'est jamais fait soumettre. Jamais. Je crois même que Felipe Pena, ça doit être le seul qui a soumis Gordon Ryan. J'ai lu ça justement en préparant le podcast. Depuis qu'il est ceinture noire, il s'est fait soumettre qu'une seule fois durant son règne de ceinture noire, et c'était contre Felipe Pena. Entre-temps, il ne s'est jamais fait soumettre. Il a combattu depuis justement cette défaite, il a combattu 51 fois, et sur les 51 fois, il a gagné 50 fois. Il a eu une défaite au point contre Vinny Magalhães, à la CBJJ. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de défaite? C'est une défaite au point, mais bon, encore là, j'ai re-regardé le combat et je comprends pas le système de scoring des points. Enfin, faut comprendre que la CBJJ, c'était une organisation, je crois que d'ailleurs qu'ils font plus d'événements en jiu-jitsu brésilien. Ils font du MMA, mais ils s'étaient mis aussi au jiu-jitsu brésilien, au grappling. Et donc, en fait, ça se passait en 3 rounds de 5 minutes sur la base du MMA. Si tu tirais la garde avant la première minute, je crois, tu étais pénalisé. Et excusez-moi. Et donc voilà, c'était un peu bizarre. Et là, tu vois, je regardais tout à l'heure le combat, je l'ai encore revu, et effectivement, t'as des points qui sont marqués. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans le premier round, il passe la garde de Gordon Ryan à un moment, mais il marque pas de points. Et par contre, dans les deux autres combats, il passe pas la garde, il se passe rien. J'ai juste l'impression, si tu comprends bien, que Gordon Ryan se relève et se rassoit, et donc donne un point à l'adversaire. C'est assez particulier. Donc c'est une défaite au point, mais bon, voilà. Est-ce qu'on peut vraiment la compter? Bref. Entre-temps, par contre, au sujet de Felipe Pena, lui, il a combattu donc plus de fois, je crois 43 fois. 38 fois, il a gagné. Et il a, lui, par contre, 5 défaites, dont certaines par soumission, notamment contre Tex Johnson, où il prend une clé de talon. Enfin bon, voilà, il y a quelques défaites comme ça. Et aussi au super fight qu'il a fait, puisqu'il a gagné la catégorie absolue contre Gordon Ryan, il a fait le super fight contre Galvao, et il perd à la décision ce super fight où vraiment il prend cher dans le physique. D'ailleurs c'est un des éléments, je reviendrai dessus pour le futur combat justement avec Gordon Ryan. Donc entre-temps, Gordon Ryan il est devenu beaucoup plus massif. Il a vraiment fait un voyage vers les lourds, c'est-à-dire qu'à chaque ADCC, en fait, il devient de plus en plus lourd. Il gagne les ADCC, mais il devient de plus en plus massif, au point que là, il a combattu en moins de 99 au dernier ADCC, et là, il va combattre en plus de 99. Et d'ailleurs, à l'annonce du fait qu'il allait combattre en plus de 99, et c'est ça qui était intéressant, et je pense que c'est ce qui a déclenché aussi ce combat, c'est que Felipe Pena a été en moins de 99 et a demandé, en fait, à monter en plus de 99 dans l'idée d'affronter Gordon Ryan. Donc même si pendant très longtemps ce combat a été beaucoup demandé, mais il ne s'est pas fait, cette fois-ci Felipe Pena il était dans les conditions pour le faire. Alors est-ce qu'il sent que il est vraiment dans une condition où il peut encore battre Gordon Ryan? Est-ce qu'il sent que techniquement il est devenu meilleur? Est-ce que il sent qu'il est dans une bonne phase pour pouvoir le faire? Peut-être que c'était pas le cas avant. En tout cas là pour le coup, tout le monde veut la peau de Gordon Ryan. Est-ce que c'est parce qu'il parle beaucoup aussi? Ça c'est fort possible aussi. Donc tout le monde veut la peau de Gordon Ryan, et donc il voulait monter de catégorie. Je crois d'ailleurs, je sais pas si ça a été accepté ou pas. C'est une bonne question. J'ai pas l'information. Donc Gordon Ryan, il est devenu beaucoup plus massif, et il a complètement changé son jeu aussi, dans le sens où il n'attaque presque plus, voire plus du tout les clés de talon. On sent que ça y est, businessment parlant, ils ont fait leur beurre avec les clés de talon, et donc il a pu revenir à ses premières amours qui étaient de travailler d'autres choses en fait, puisqu'à la base Gordon Ryan c'est pas quelqu'un qui forcément attaque les clés de talon, c'est quelqu'un qui était plus d'ailleurs dans un jeu où il attaquait les triangles à la base, d'après ce que j'ai compris. Et on voit qu'il a eu des phases.
Vraiment comme si, comme s'il était dans un apprentissage constant et qu'il mettait en application à chaque fois qu'il travaillait un nouveau domaine. C'est-à-dire que ça a été d'abord le dos. Pendant très longtemps, on l'a vu, et son seul objectif, c'était de prendre le dos, et il avait tout son système pour venir isoler les bras et ensuite venir étrangler. Et puis après, il s'est plus attaqué à la monte. À la monte où il est venu en fait attaquer plus des bras-têtes, et même par la suite, contre Jiménez par exemple, des jujiers en S-monte. Donc il annonçait la soumission, donc c'était pas des trucs qui sortaient de nulle part, c'était vraiment des trucs qu'il avait travaillé, puisqu'il annonçait dans une enveloppe la soumission, et il venait la travailler et la mettre en place dans les combats. Donc voilà, il a vraiment évolué à ce niveau-là, et je pense que ça peut être très déterminant justement dans le combat contre Felipe Pena. Il est devenu aussi un bien meilleur passeur de garde, parce que forcément pour pouvoir prendre le dos ou prendre la monte, il faut aussi se mettre dans les conditions pour pouvoir le faire. Et donc il a vraiment amélioré son jeu à ce niveau-là, et il passe beaucoup mieux la garde que c'était le cas à l'époque où il ne faisait en fait que tirer la garde finalement. Il était en dessous. Et c'est ce qui lui faisait défaut, c'est ce qui lui a fait défaut contre Vinny Magalhães, c'est ce qui lui a fait défaut contre Felipe Pena, même dans le deuxième combat où on voyait qu'il était un peu plus lutteur déjà, ce qui est beaucoup plus le cas aujourd'hui, ça aussi. J'ai oublié de le prendre dans mes notes, mais il lutte énormément aujourd'hui. Il lutte beaucoup plus du fait aussi d'être plus puissant, du fait de l'avoir beaucoup plus travaillé aussi. Et donc voilà, il a été plus lutteur. C'est lui qui avait amené Pena au sol lors de leur deuxième combat, sauf que c'était dans le moment où il n'y avait pas de points. Et il était plus dans les conditions de passer la garde, même si, on va pas se mentir, Pena est très très fort pour défendre la garde. Et même si, c'est ça qui m'impressionne chez lui, même si on le sent des fois comme s'il était en difficulté, on sent que il reste toujours dangereux. Vraiment dangereux. Je me souviens d'un ACB justement où vraiment je me suis dit il va perdre son combat, et puis il avait fini par gagner par clé de jambe, parce que voilà, il reste dangereux à tout moment. Il peut prendre un dos, il peut prendre une jambe, il peut aller chercher la soumission, il peut aller chercher les points. Bon, même si là ça sera pas nécessaire d'aller chercher les points puisque c'est qu'à la soumission, mais en tout cas il peut rester dangereux jusqu'à la fin. Donc voilà. Gordon Ryan, lui, donc veut la revanche depuis très longtemps, c'est normal. C'est un peu l'ombre au tableau, c'est un peu le Felipe Pena, sa némésis, quoi. Il y a toujours quelqu'un comme ça qui peut gagner. On dirait, voilà, c'est l'anti-jeu en fait de Gordon Ryan. Et donc là, au fait du fait que il est beaucoup plus amélioré et développé son jeu au fur et à mesure des DVD d'ailleurs. il fallait aussi cultiver le business. Donc il cherchait à l'affronter. Et là, il obtient ce qu'il veut en sub only. Donc sûrement sous la pression aussi de Flow Grappling, puisque WNO c'est la franchise de Flow Grapp. Et donc ils ont dû aussi mettre les conditions en place, même peut-être financières, pour que ce combat existe et se fasse. Et donc il obtient un combat en sub only sans limite de temps. Et ça c'est important. Il n'y aura pas de limite de temps au Texas. Bon, ça je le rajoute parce que justement Felipe Pena en joue beaucoup, dans le sens où lui sa communication elle est dans le sens voilà, j'accepte toutes ces conditions, je viens le battre chez lui au Texas dans son règlement en sub only sans limite de temps. Vraiment voilà, rien ne me fait peur, je viens et je vais le battre dans ses règles à lui. En fait, c'est ça qui vient donner dans toutes ces petites vidéos sur Instagram ou dans les interviews à Flow Grapp, c'est vraiment ça, c'est dans ses règles à lui. Et ce qui est marrant, c'est que bon, il joue le trash talk à la mort. C'est-à-dire que comment dire, il vient le traiter de chubby baby. Donc chubby baby, c'est bébé potelé. Justement, sûrement en rapport avec le fait qu'il ait pris autant de poids. Autant de poids, mais massif, on va pas se mentir. Donc Gordon Ryan réplique en disant c'est marrant qu'il me traite de chubby baby alors que il n'a jamais eu une shape aussi dégueulasse qu'aujourd'hui. Donc voilà, il fait des petits montages. Si vous avez pas vu les montages de Felipe Pena avec les photos de Gordon Ryan, j'étais mort de rire. Je les ai vus tout à l'heure. Allez-y, je sais plus si c'était sur son compte à lui ou si c'était sur le compte de Flow Grapp, mais c'est très très drôle de voir un bébé potelé avec la tête de Gordon Ryan et sa petite barbe là comme ça en train de gigoter. C'est très très fort, c'est très très bon. Donc ils savent faire monter la sauce. Donc et je pense que ce n'est qu'un début, parce que jusqu'au 7 août, il va y avoir encore du chemin et du trash talk qui va se passer entre les deux. Donc voilà.
Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Il y a Gordon Ryan qui joue énormément sur le fait que il était avec son problème de santé jusque-là. Donc que depuis en fait qu'il avait combattu et continué à gagner avec son problème de santé et que maintenant qu'il n'avait plus son problème de santé, il n'avait plus aucun problème justement pour être encore meilleur. Donc il nous annonce qu'il sera encore meilleur. On va voir ce que ça donne puisque bon, j'ai un petit regret sur Gordon Ryan, c'est que les adversaires qu'il a affrontés jusque-là, en tout cas depuis un petit moment, c'était soit des adversaires qui étaient pas à son niveau, enfin je parle dans les derniers temps, c'est des adversaires qui étaient pas à son niveau, soit des adversaires qui étaient plus légers que lui en termes de poids. Donc là, c'est pour ça que je suis aussi très très curieux de ce combat, parce que là on est sur quelqu'un qui sera effectivement dans plus ou moins dans la même catégorie que lui, puisque surtout si j'ai pas vu comme je vous l'ai dit, mais si ça a été accepté qu'il monte en plus de 99 kilos, je pense que aussi c'est peut-être pour ça qu'il a peut-être pas la meilleure des shapes, parce que voilà, il doit prendre du poids pour cette catégorie là. Et donc là ça va être intéressant de voir justement ce combat avec quelqu'un qui a un énorme niveau, qui fait partie des meilleurs mondiaux dans la même catégorie de poids, sur du sub-only. C'est vraiment sur le papier le combat que j'ai envie de voir, surtout pour une vraie reprise de Gordon Ryan. Je veux voir ce combat, parce que de ce combat, on pourra en tirer des conclusions pour la DCC. Je rappelle que pour la DCC, il a choisi de faire et sa catégorie, donc plus de 99 kilos, et le super fight contre Galvao. Donc ça va être très très intéressant de voir ce combat, et même si ça présage de rien, mais de voir vraiment véritable état de forme de Gordon Ryan, parce que d'entendre de la part de Georges Saint-Pierre ou de Nicolas Meregali que le mec est extraordinaire, c'est comment dire, JSP qui disait que il avait une force de gorille avec une technique de dingue et qu'il était impossible à bouger même en lutte et tout ça, qu'il avait jamais vécu ça de sa vie malgré toutes les personnes qu'il a affrontées, en sachant que il tourne souvent avec bien sûr un podcast, un oubli de nom, et là c'est 2 oublis de nom même. Mince, Roger Gracie déjà dans un premier temps, donc chez les lourds, il tourne énormément avec Roger Gracie et avec bref, passons, avec un autre de la Gracie Barra. J'ai un trou de mémoire, je suis désolé. Et des mecs qui sont relativement lourds et qui sont très beaux. Si vous vous souvenez, en commentaire, vous me dites Brolio Estima. Voilà, vous n'avez pas besoin de me dire, puisque ça y est, je viens de me ressouvenir. Ils tournent souvent avec Brolio Estima aussi. Et donc voilà, c'est des mecs qui sont aussi réputés pour le fait d'être technique, d'être puissant. Et visiblement, Gordon Ryan, c'est encore un autre monde. Donc à voir, et justement à voir pendant ce combat. Quoi dire de plus? Donc j'ai hâte déjà de voir le petit trash talk qui rentre les deux au fur et à mesure du temps. En tout cas, il y a une vraie haine entre les deux. Là, c'est vraiment si on suit les dires de Flo Grapp, l'American Jiu-Jitsu versus le Brazilian Jiu-Jitsu. On essaiera de faire un podcast là-dessus, justement, sur cette notion d'American Jiu-Jitsu qui est sortie avec Flo Grapp. Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant, de pas intéressant? Est-ce que c'est du marketing ou pas? Est-ce que c'est une évolution du Jiu-Jitsu vraiment comme ils le disent ou pas? On verra, on en parlera plus tard. Mais visiblement, là, c'est vraiment aussi cette opposition du Brésil contre les États-Unis, de l'American Jiu-Jitsu contre le Brazilian Jiu-Jitsu. Alors, le combat qui va avoir lieu le 7 août. Qui peut gagner ce combat? Est-ce que, justement, comme je vous l'ai dit au début, est-ce que Felipe Pena peut faire le triplé? Ou est-ce que Gordon Ryan va vraiment remporter avec la manière ce combat là, le 7? Que dire? À mon sens, l'évolution de Gordon Ryan a été beaucoup plus prononcée que celle de Felipe Pena, dans le sens où là où Felipe Pena a gardé son style, c'est toujours quelqu'un d'extraordinaire, il est vraiment très bon, mais il a gardé son style. Gordon Ryan, lui, il a vraiment évolué, c'est-à-dire que d'une part, niveau stratégique, ça sera plus du tout la même chose. Les 2 fois, je vous l'ai dit, Felipe Pena a réussi à gagner ses combats à cause et grâce aux attaques de clés de talon en saddle de Gordon Ryan. Aujourd'hui, il n'en fait plus du tout, mais vraiment plus du tout. Il va chercher à passer sa garde, il va chercher à lutter d'abord, il va chercher à passer sa garde, et il va prendre soit le dos, soit la monte, je sais pas, personne ne sait encore ce qu'il va décider. Mais en tout cas, voilà, ça sera un jeu qui sera beaucoup plus en pression, beaucoup plus en puissance, et on sait, et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure aussi de
du combat qu'il y a eu contre Galvao lors du super fight de la DCC, que sous la pression, sous la puissance, on sent que Felipe Pena, il peut vite fatiguer. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est pas un combattant qui aime justement les adversaires qui ont de la puissance. Parce que contre Tex Johnson, il prend la clé de talon, et on sait que c'est quelqu'un qui est aussi très massif, très puissant quand il attrape. Enfin, le mec casse des battes de baseball en position de clé de cheville. Donc c'est vraiment un mec qui est plutôt fort, et il a craqué sous cette pression. Contre Galvao, pareil, il a cassé sous la pression du physique de Galvao. Et aujourd'hui, Gordon Ryan, c'est un physique qu'il n'avait pas à l'époque. Donc c'est vraiment, le mec est monstrueux, vraiment très fort. Quand on regarde le physique qu'il a eu en 2016, en 2017, c'était encore un physique un peu adolescent, quoi. Même s'il était jeune adulte. Dans le premier combat, il était très fin. Vraiment, on sentait que Pena était un peu plus massif que lui. Dans le deuxième combat, c'était un peu plus équilibré. On sentait qu'il avait déjà mis la marche avant pour commencer à prendre du poids et prendre du volume. Donc c'était un peu plus équilibré. Mais là, il va y avoir un écart, je pense, de puissance en la faveur de Gordon Ryan. En plus de ça, écart technique. Dans le sens où aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a évolué et il est beaucoup plus varié dans son jeu. Un écart stratégique, dans le sens où je pense, en tout cas, que Gordon Ryan est quelqu'un d'intelligent et qui a un bon fight IQ. Et je pense sincèrement qu'il ne se remettra pas dans les conditions pour justement s'exposer à cette prise de dos de Felipe Pena. Faudrait être stupide pour recommencer à attaquer exactement la même tentative de soumission en saddle sur la clé de talon. Et risquer justement la fin tragique qu'il a vécu les deux premières fois. Donc je ne pense pas du tout qu'il se remettra dans ces conditions-là. Donc pour toutes ces raisons-là, je vois une victoire quand même de Gordon Ryan. Mais à la fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur du long terme, on a des inconnus. Ça fait longtemps là que Gordon Ryan n'a pas combattu. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Il y a eu aussi le changement de team. Il y a ça qui est important aussi à préciser, c'est que la Danaher Death Squad, on en a déjà parlé, c'est scindé en deux. Il y a la B-Team d'un côté et il y a la New Wave Jiu-Jitsu de l'autre. Mais justement, qui a suivi dans la New Wave? Il y a essentiellement Danaher et qui est un atout pour lui. Hein. C'est son mentor, c'est son père spirituel, c'est un atout. J'espère que vous en avez autant marre que moi, que j'en ai marre de moi. Gary Tonon qui l'a suivi aussi. Mais bon, est-ce qu'il y a assez de sparring de qualité? Bon, maintenant il y a Nicolas Merigali, mais qui est pas un spécialiste du no-gi. Bon, de temps en temps, il y a effectivement Georges Saint-Pierre qui vient, mais c'est pas la même catégorie de poids. Est-ce qu'il a suffisamment de partenaires de qualité pour rester au niveau? Même si c'est un génie, on va vite le savoir. En fait, on va vite le savoir. Si vraiment cette scission aussi jouera un rôle dans ce combat et dans cette victoire ou cette défaite. Parce que de l'autre côté, du côté de la B-Team, on a vu notamment chez Craig Jones beaucoup moins de réussite là sur les derniers combats. Il a eu deux défaites de suite, je crois. Et je pense que ça joue, que justement cette scission joue dans cette perte un petit peu de niveau. Cette émulation qu'il y avait avec toutes ces personnes qui étaient toutes plus fortes les unes que les autres, à partir du moment où elles se séparent et que voilà, il y en a un peu à droite à gauche et que on reforme un collectif, et surtout ils ont aussi quitté New York où il y avait énormément de gens aussi talentueux sur le tapis. Puisque Danaher le disait lui-même, il y a des gens qui ne font pas de compétition, qui sont des tueurs à gages. Et là, ils sont partis au Texas pour du business, parce que voilà, c'est ça aussi, c'est que le fait qu'ils partent là-bas, c'est parce qu'ils savent que le grappling est très bon pour faire du business là-bas. Mais est-ce que le niveau suit? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas des gens qui viennent et qui s'entraînent et qui sont des lambda entre guillemets? Alors, on voit qu'il y a des mecs qui sont plutôt pas mal, hein, surtout à la B-Team, on voit qu'il y a des mecs qui commencent à être vraiment très bons. Mais est-ce suffisant pour continuer à performer au plus haut niveau? Là où on sait que Pena, lui, reste dans sa team
Pena reste à la Gracie Barra, Pena reste avec des gens de qualité, des mecs très très forts. Et donc voilà, ça changera pas pour lui. Alors, les conditions pour lui dans lesquelles il était en 2016 et en 2017 restent les mêmes aujourd'hui. Donc voilà, on va voir. C'est peut-être le facteur X qui pourra peut-être changer les choses. Mais sur le papier, quand même, je donnerais un avantage à Gordon Ryan. Donc n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Felipe Pena va faire le triplé, ou est-ce que vous pensez que cette fois-ci Gordon Ryan il a passé un cap et qu'il va survoler Felipe Pena? Dites-le-moi en commentaire, n'hésitez pas. En tout cas, moi je pense avoir fait le tour. J'espère avoir été aussi bon, enfin si vous estimez qu'on est bon d'habitude, mais que quand Rolly est avec moi, c'est jamais évident de le faire tout seul, j'ai pas toujours l'habitude. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a beaucoup de gens qui écoutent et qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, commentez, likez, cliquez sur la cloche des notifications pour rien rater des nouveaux épisodes. J'espère que ça vous fera plaisir pour certains de retrouver un épisode Jiu-Jitsu brésilien. N'hésitez pas à partager, à faire découvrir le podcast au plus grand nombre. Bientôt, il va y avoir le prochain épisode du MMA Quiz qui va sortir de MMA Story France. Donc restez connectés aussi, parce que voilà, il y aura cet épisode qui est plutôt marrant aussi, qui va être intéressant. En tout cas, il était marrant à faire. On verra s'il sera marrant à voir, mais je pense que oui. On a affronté Jonathan Boussoukou et le Cyril Diabaté. Donc voilà, encore un pionnier du MMA. Donc voilà, n'hésitez pas à checker ça, à rester connecté. On partagera ça de toute façon sur les réseaux sociaux, et n'hésitez pas aussi à vous connecter à MMA Story France, parce que comme ça au moins vous êtes sûr d'avoir l'information dès que ça tombera. Et puis en plus c'est une page intéressante qui met en valeur les combattants français. Donc n'hésitez pas, il y a un gros travail à faire, fait par cette page là. Elle mérite beaucoup de force, donc allez-y, abonnez-vous et suivez cette page. Sandrine, la présentatrice, elle est exceptionnelle. Son équipe derrière est exceptionnelle, donc Delo et tout ça, donc n'hésitez pas. En tout cas, moi, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et salut, à plus!